Il me semble, il y a quelqu'un qui vient de l'écrire. Je sais pas s'il vient de l'écrire ou pas. Attends, il m'a demandé quel est le sujet du live. Je sais pas si, mais il vient de l'écrire maintenant. Le sujet, en fait, c'est de discuter d'un cas législatif et essayer de voir en fait comment on peut le résoudre aujourd'hui, sachant que on essaie de l'appliquer à une situation un peu plus actuelle que les fonds. Là, on en a parlé en fait un peu plus tôt, quoi. Quand on en a parlé, c'était il y a quelques siècles, etc. Donc, l'idée, c'est d'en parler aujourd'hui, quoi. Un cas récent, c'est un cas d'actualité, c'est un cas qui s'est réellement passé. Donc l'idée, c'est pas, je dis pas ce que moi j'aurais fait, hein, je dis voilà ce qui s'est passé dans ce tribunal-là. Et je trouve ça intéressant, quoi. Du coup, si ça t'intéresse, on y va. Ouais, bah du coup, développe, lance, peut-être qu'ils vont venir ou quoi. Alors, donc le cas, je vais quand même le faire comme si je le faisais avec plein de monde, hein, c'est pas grave. Donc, on va imaginer une situation qui est la situation suivante. Donc, toi, tu es juge d'un tribunal, d'accord? Et il y a deux personnes qui viennent te voir. Les deux personnes, c'est quoi? C'est un mec qui raconte sa vie, donc il te raconte, voilà, il vient se plaindre et il te raconte son histoire. Son histoire, c'est que c'est un mec qui a à peu près, on va dire, un peu plus de 60 ans. Il a un peu plus de 60 ans et il a travaillé dans une usine toute sa vie. Il n'a pas gagné beaucoup, hein. Vraiment, il a galéré toute sa vie, mais voilà, il a réussi à avoir un salaire, on va dire, décent. Et là, il a la retraite. La retraite, bon, c'est une retraite minable, hein. C'est une retraite de moins de 600, enfin, entre 6 et 700 balles, quoi. Donc, pas grand chose pour vivre. Mais par contre, un des avantages, c'est que toute sa vie, il a économisé et il a pu s'acheter un petit studio dans le sud, dans une petite ville du sud, sur la côte. Un truc très peinard, très calme, très serein. Vraiment, c'est son bijou, quoi, son petit appart. Voilà, il vit un peu d'amour et d'eau fraîche parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent, mais au moins il est très calme dans son petit appart. Vraiment, il le vit très très bien. C'est comme ça qu'il te le raconte. Il est à l'aise, il aime son calme, il aime sa sérénité. Et depuis un mois, sur le palier d'en face, il y a un mec, c'est un psychiatre, qui s'est installé. Il a installé son cabinet de psychiatre. Et je viens de capter, ouais, j'ai commencé le live, c'est bon. Très intéressant, j'aurais voulu aller faire le petit jeu. Bah écoute, je réponds au live, il y a le Discord où on peut parler en direct, comme le fait Yehou, si tu veux. Le lien est dans la description, si ça t'intéresse. Tu peux venir directement, il faudrait juste entrer, mettre ton nom, comme ça je te rajoute. Et donc, ce qu'il explique, c'est qu'il y a un psychiatre qui s'est installé sur le palier d'en face, et il y a des gens qui viennent du matin au soir dans son cabinet. En plus, c'est des gens un peu bruyants, vu que c'est un psychiatre, des fois c'est des... Bon, ils sont pas dangereux, mais vu que c'est des fous, ça fait un peu peur. Et puis, ils font du bruit, il y a des gens, ils passent, etc. Ça va dans les couloirs, ça descend, ça monte et ça descend les escaliers. Son, son calme, il a totalement disparu. Sa sérénité qu'il avait achetée toute sa vie, elle n'existe plus. Il l'a plus, et il le vit mal, quoi. Et donc lui, il vient, il se plaint, et il dit voilà, moi j'étais bien, il s'est installé, et je vis mal. Et donc il se plaint auprès de ce psychiatre, et il lui dit voilà, écoute, moi je veux que tu t'en ailles, t'avais pas le droit d'être là, moi j'étais bien, tu gâches tout. Et le petit Kat, il dit bah écoute, toi t'es religieux, moi je suis religieux. Si tu veux, on va dans un tribunal rabbinique et on juge ça de façon religieuse. Plutôt que de faire appel au parti civil, au tribunal voilà, civil, qui va juger vraiment, l'idée c'est que vu qu'on est tous les deux religieux, le tribunal il va décider quelque chose à la fin, et nous, bah, vu qu'on est religieux, on accepte. On acceptera ce qu'il décide. Ça veut dire si maintenant il décide que je dois m'en aller, bah je m'en irai, voilà, j'accepterai. Par contre, s'il décide que je reste, c'est à toi d'accepter, il faudrait que tu acceptes que je reste. Et donc, les deux sont d'accord. Et ils sont là maintenant devant toi. Donc ça, c'est l'audience du parti plaignant. Et maintenant, il y a le jugé coupable qui va, enfin
non jugé, le coupable, qui va être auditionné. Le coupable, voilà ce qu'il écrit. Il dit voilà maintenant ce qui se passe, c'est que moi je suis un psychiatre et moi je gagne pas non plus ma vie comme de fou. C'est vrai, hein, les psychiatres c'est les médecins qui gagnent le moins bien leur vie. Hein, enfin, évidemment ça gagne plus qu'un SMIC normal, mais par rapport à n'importe quelle spécialité, les psychiatres ils gagnent même moins bien qu'un médecin généraliste. Et donc lui il dit voilà moi je gagne pas très bien ma vie, je fais des heures d'arrache-pied pour essayer d'avoir un salaire voilà, assez agréable. Je me suis installé, je vois pas pourquoi je devrais partir. Moi, je suis. Lui, ce qui se plaint, c'est que voilà, il a travaillé, etc. Mais moi aussi, je travaille. Et il se plaint aussi du bruit. Mais je suis désolé, mais en fait, le problème, c'est lui, en fait. C'est lui qui est dérangé par le bruit. C'est-à-dire que concrètement, si maintenant sa porte, elle était plus lourde, sa porte, elle était plus épaisse, ses murs, ici, ils étaient plus épais, jamais il se serait plaint. Donc concrètement, lui, il m'accuse d'avoir des. Ce qui m'accuse, c'est pas moi. En fait, le problème, c'est que ces murs sont trop épais, sont pas assez épais. Je trouve que c'est pas correct que ce soit moi qui l'accuse. Et donc moi, je suis là devant vous, et pour moi, j'ai rien de coupable. Au contraire, je fais mon travail, et je trouve pas ça normal qu'on me accuse, que je sois coupable de faire mon travail. Et donc les deux maintenant, ils se retrouvent devant les juges. Et donc vous êtes trois juges, parce que voilà, dans un tribunal juif, on juge par impair pour qu'il y ait une majorité. Parce que si on jugeait par pair et pourrait y avoir autant d'accusés que de coupables, enfin autant de pour que de contre, donc il y a un nombre impair. Et donc la question c'est comment vous auriez fait, comment vous auriez jugé d'un point de vue religieux, même pas forcément d'un point de vue religieux, mais comment est-ce que vous auriez fait? Est-ce que Yehou, toi, t'as une idée? Elle est compliquée en fait, l'affaire en réalité. Attends. Donc, c'est qui a répondu qu'en fait, c'est pas moi qui le juge, mais c'est le fait qu'il n'a pas des murs assez épais, les portes et tout ça. C'est le psychiatre, lui ce qui se plaint, c'est qu'en fait le voisin là qui est plaignant, il se plaint du bruit en fait, il se plaint de nuisances sonores. Mais ça veut dire en fait concrètement, lui ce qu'il demande c'est juste d'avoir des murs plus épais. C'est-à-dire concrètement, si les murs étaient épais, il serait pas dérangé et il aurait pas porté plainte. D'accord. Ça c'est, Ok. en tout cas, enfin ça c'est ce que dit le psychiatre. Est-ce que c'est vrai ou pas, je sais pas. Moi, je te dis juste ce qu'il dit. Mhm. Et donc, moi, en fait, quelle solution j'aurais apporté en fait, qu'est-ce que j'aurais répondu qui a tort ou qui a raison en fait, c'est ça? Voilà. Comment t'aurais jugé en fait, tout simplement. Ah ouais, punaise, hein. Je suis pas vraiment apte à ça, mais euh, franchement, bah, ouais, en fait, ouais, le problème, c'est vraiment la maison, en fait, je pense. Et donc, c'est ce qu'il a gagné, comme tu as dit, il avait un salaire un peu bas et tout. Et donc, au final, bah, tout son reproche, c'est sa vie, en fait. En ce qui m'a, c'est ce que moi j'ai compris, si je comprends bien. En fait, il reproche quelque chose, mais en fait, en réalité, le fond, c'est qu'il reproche sa vie de ne pas avoir gagné. Donc, au final, bah, c'est compliqué pour lui, en fait. Est-ce que vraiment, il y a un peu ça? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, moi, j'en pense rien. Moi, je suis là juste pour. Moi, je suis le héros, celui qui dit oyez, oyez, voilà ce que dit l'accusé, voilà ce que dit le couple. Ok. Donc, moi, je pense en fait, dans le fond, au final, après, il a un peu tort, en fait. C'est le plaignant, en fait, entre guillemets, celui qui se plaint, en fait. Je pense qu'il a tort, en fait, hein, honnêtement. Tu Je penses pense qu'il a qu'on ne peut tort, en pas, fait. tu penses qu'on ne peut pas se plaindre pour nuisance sonore? Ouais, voilà. Donc, c'est pour ça il ne peut pas vraiment se plaindre, en fait, hein. Donc, après, ça dépend, en fait, de rien et tout le reste. Mais à quel moment et tout ça se passe. Mais sinon, dans la globalité, bah, il a tort, en fait, de se plaindre de ça, en fait. Quand tu dis quels horaires, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la nuit, il pourrait, mais aux heures, on va dire civiles, quoi, aux heures de Voilà, journée, exactement. Ouais, ça serait permis exactement. Moi, je selon pense toi. que c'est ça, en fait. Donc, exactement. Je pense que D'accord. c'est ça. Donc, tout ça existe, les lois des heures et puis des trucs comme ça, tout ça a été fait, en fait, hein. Ce qui est un peu juste, moi, je pense. Mais dans la globalité, en fait, il faut se plaindre, même dans la journée, bah, il a tort, en fait. J'ai Voilà. compris. J'ai compris. Ok. Bah écoute, si tu veux, on débute concrètement ce que dit nos textes, quoi.
Alors, le premier texte qu'on a, c'est un texte de la Mishnah, donc c'est Baba Batra. Baba Batra, c'est le traité de la Mishnah qui parle des relations du voisinage. Donc il y a trois traités on va dire de civil et pénal, c'est ce qu'on appelle les babot, les trois portes. Baba Kama, Baba Batra et Baba Metzia. Plutôt dans l'ordre, c'est Baba Batra, Baba Metzia, Baba Kama, Baba Metzia et Baba Batra. Ça veut dire la porte du début, enfin, ou du devant, la porte du milieu et la porte de la fin. Et donc ça parle de trois types de sujets différents. Les parties, tout ce qui est rapport au voisinage, c'est Baba Batra. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la plupart, quasiment tout Baba Batra, n'a pas de source scripturaire. On ne s'appuie pas sur la Torah pour dire on a jugé comme ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment grand-chose dans la Torah qui parle des relations du voisinage. Il y a quelques trucs, hein, mais en fait, la plupart, c'est soit du bon sens, soit de la réflexion, ou soit simplement de la tradition, c'est de la loi orale, quoi. Et donc, le sujet qui nous intéresse dans le traité Baba Batra, c'est Pérec 2, chapitre 2, et troisième paragraphe. Je vais lire en hébreu. Lo iftar Adam, chanut shel nachtumin, veshel tsbain tachat otsaro shel chavero. Il est interdit à un homme d'ouvrir une boulangerie ou nachtumin. Alors, si je dis pas de bêtises. Voilà, pardon. Tsebain, c'est une teinturie en dessous d'un cellier. Et pourquoi je ne sais pas si on nous le dit. Non, on ne nous le dit pas tout de suite. En fait, c'est la Talmud qui nous le dit. Parce qu'en fait, une boulangerie, ça va créer énormément de chaleur. Et les teintureries, en fait, ça va créer des fortes odeurs. En fait, c'est des vapeurs. Et les deux vont, étant donné qu'elles sont en dessous, je crois que oui, c'est en dessous. En dessous, la chaleur et la vapeur montent vers le haut et donc abîment ce qui se trouve au niveau d'un cellier. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Vélo répète Bakar. Ni en dessous d'une étable. Okay. Non, et on peut pas non plus mettre une étable. Behemet, en vérité. Beyahin, itrou. Pour ce qui est dans l'endroit où on va stocker du vin, par contre, c'est permis. Parce que aval l'eau répète Bakar. Par contre, ça ne l'abîme pas. En fait, le vin, s'il reste dans un endroit chaud, eh ben, il ne va pas abîmer, au contraire, il va s'améliorer parce que bon, on sait que la fermentation du vin, c'est des bactéries, et les bactéries sont améliorées par la chaleur. Alors je vois juste parce que non, je pensais qu'il y avait d'autres personnes qui s'étaient connectées, mais non. Ok. La suite du traité, elle parle comme ça. Yachol limchot beyado velo marlo en yachol ishon mikol anirdasin ou mikol atsuin. On n'a pas le droit. On ne peut ouvrir. Non, pardon. On peut ouvrir un magasin. Je crois que c'est la mauvaise traduction parce que je suis en traduction française. Nirdasin ou mikol. Yachol imchot beyado velo marlo en yachol lishon mikol anirdasim ou mikol atsuin. On ne peut ouvrir un magasin dans sa cour. Enfin, une personne peut ouvrir dans un magasin dans sa cour. Et ensuite, son voisin peut protester et dire à cause de tes bruits, je ne peux pas dormir parce que les gens entrent et sortent. Aval, c'est là que ça foire. Aval, Ose Kelim, par contre, il peut faire des instruments. Yotse ou Mocher, Betor Ashuk, Aval Eno Yachol, Limchot Beyado, Velo Marlo, Eno Chelin Yachol Lishon, Lo Mikol Patish, Velo Mikol Arechaim, Velo Mikol Atinokot. Il dit par contre, donc créer un magasin dans une cour, ça il dit que t'as pas le droit parce que ça peut déranger les gens pour qu'ils viennent à cause des va-et-vient. Les gens ça les dérange pour dormir. Par contre, tu as le droit de créer, littéralement d'avoir une sorte de, pas d'usine, hein, mais de, comment on pourrait appeler ça, un endroit voilà, où tu produirais tes ustensiles, même si c'est dans une cour, et les gens n'auraient pas le droit de venir se plaindre.
voilà comment il le dit, hein, je traduis en français, on peut confectionner des ustensiles et sortir les vendre au marché, et le voisin ne peut protester pour dire je suis incapable de dormir à cause du bruit du marteau, ou à cause du bruit du moulin, ou encore à cause du bruit des enfants. Alors le bruit des enfants, ça c'est le Talmud qui nous le dit, en fait ça fait référence à une école. On va nous expliquer qu'en fait, on ne peut interdire une école, on ne peut interdire une personne qui crée maintenant une école, c'est vraiment très bruyant une école, eh bien, on ne peut pas se plaindre, on peut pas se plaindre en disant ah, t'as construit une école juste à côté de moi, ça fait une tonne de bruit, parce qu'une école c'est tellement important, l'éducation des enfants c'est tellement important qu'on ne peut pas s'en plaindre. Donc ça c'est la Mishnah Baba Batra qui nous en parle. Le traité qui nous en parle, c'est donc traité Baba Batra, et c'est au Talmud au niveau de la page 20, à peu près voilà, 20b, donc Raf Amoudbet. Et je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais le sujet qui nous intéresse, parce qu'ils vont discuter après de plus ou moins tous les cas, et ils vont nous parler d'une personne où il y a des va-et-vient chez un médecin qui fait des saignées. Et ils nous disent que ce médecin qui fait des saignées, eh bien on peut s'en plaindre. On peut lui dire non, non, ça me dérange que tu fasses des saignées. Alors, je vais aller sur une page. Je vais aller sur une page. Aïe. Là, vous voyez plus rien normalement. Toc. Je vais voir. Est-ce qu'on voit la page Est-ce qu'on voit la page Excel que je suis en train d'ouvrir? Ouais, on voit la page Excel que je suis en train d'ouvrir. Ok. Donc on va reprendre tous les cas. Donc d'abord on a la Mishnah. C'est écrit en petit. D'abord on a la Mishnah. C'est peut-être trop gros. Baba Batra, qui lui nous dit que on peut empêcher un magasin d'ouvrir à cause du bruit du voisinage. Le Talmud Baba Batra, à la page on a dit c'est 20b, lui nous dit on peut empêcher un médecin de faire des saignées parce qu'il dérange. Alors pourquoi des saignées? On va en discuter. Et le Shulchan Arour, il en parle, il répète la même chose. Hein. Donc le Shulchan Arour, c'est le texte de loi qui va codifier ce que nous dit le Talmud. Le Shulchan Arour, il dit donc à l'époque, c'était pas des médecins, ça s'appelait des seigneurs. Hein. Donc leur boulot, c'était que de faire des saignées. Donc on peut empêcher un médecin de faire des saignées. Voilà. Ça, c'est ce que nous dit donc le Shulchan Arour. Et pour ceux qui veulent, c'est Roshan Mishpat, Siman 156, Seif 156, Seif Aleph. Voilà. À partir de là, on va avoir des commentateurs qui vont commenter le Shulchan Arour. Donc juste pour reprendre, les exceptions qu'on a dit, c'est que la Gemara, elle nous dit donc qu'il y a une exception qui est celui du professeur. Un professeur, il peut s'installer n'importe où parce que l'enseignement est tellement important que c'est pas grave si il dérange tout le voisinage avec les cris des enfants, on s'en fiche. Et l'autre chose assez intéressante, c'est que donc, je vais le noter, hein, le Shulchan Arour. C'est toujours 156, mais cette fois-ci, le Seif, c'est le troisième. Il dit un professeur ne peut être dérangé. Ok, par les voisins. C'est toujours la même page, de toute façon, c'est la page 20b pour ceux qui cherchent aussi. Et en fait, ce que nous dit ensuite le tour, donc le tour qui est cette fois-ci en fait
Le Shulchan Aruch, pour vous expliquer, le Shulchan Aruch, il s'est appuyé de 4 livres, pardon, pour créer le Shulchan Aruch. 4 livres de loi, il va faire une sorte de synthèse de ces 4 livres de loi. C'est pour ça que c'est intéressant. Le mot Shulchan Aruch veut dire la table dressée. Sous-entendu, là voilà, tout est dressé sur cette table. Il suffit juste d'ouvrir le livre, on a toutes les lois. Et c'est intéressant parce que l'allégorie de la table, c'est qu'elle a 4 pieds. Et le Shulchan Aruch s'appuie sur 4 livres. Les 4 livres, c'est le Mishneh Torah du Maïmonide, le Rosh, le Rif et le Tour. Et le Tour, il avait aussi écrit un livre qui s'appelle Shulchan Aruch. Et lui, ce qu'il nous dit, c'est que c'est pas que le professeur, je vais noter là, l'ajout, ça concerne pas que le professeur, ça concerne toute chose qui s'applique à une mitzvah. Toutes les mitzvot. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est parce que le Talmud, non pardon, oui, le Talmud nous dit le Messie ne peut pas faire des saignées. Eh bien Rashi, quand il commente ce passage, il nous dit, en fait, quand on dit les saignées, ça fait référence au Moël, donc celui qui fait la circoncision. Donc là, ce que Rashi est en train de nous dire, c'est que s'il y a un Moël, un cabinet de Moël, qui fait des circoncisions, eh bien les voisins peuvent se plaindre et peuvent dire bah, je suis désolé, mais tu nous déranges avec tes Brit Milot, donc tu peux les enlever. Ce qui est contradictoire du coup avec ce que le Tour nous dit. Puisque le Tour, lui, nous dit que on peut empêcher personne lorsqu'il fait une misva. Or, la Brit Mila, c'est une misva. Est-ce qu'on suit jusqu'ici? Yahoo, t'es toujours là? Ça va, c'est clair pour l'instant ou pas? Ouais, très clair. Ok. Alors, j'ai parlé de 2 autres commentateurs du Shulchan Aruch. Il y a le Smar. Alors, j'ai jamais trop su comment ça se prononce. Et il y a le Taz. Alors, c'est pas leur vrai nom, hein, c'est des pseudonymes. Enfin, c'est des acronymes plus exactement. Et les deux ont en fait commenté ce que nous dit Rashi. Et vont essayer de comprendre, d'expliquer la contradiction entre d'une part le Tour et d'autre part le Rashi. Parce qu'on voit clairement qu'il y a une contradiction entre les deux. Le Smar, alors pareil, hein, c'est dans le commentateur de Rosh Mishpat, toujours 156, alinéa 3. Il nous explique du coup que ce que le Shulchan Aruch dit, lorsque le Shulchan Aruch dit qu'on peut empêcher un médecin de faire des saignées, eh bien lui, pour lui, ça fait référence à un médecin, et pas à un moël. Donc, le Smar, pardon, nous dit, ça fait référence à un médecin. Sous-entendu que on peut empêcher le seigneur, pardon, et donc ici on parle d'un médecin, mais donc pas d'un moël. Donc là, on va dire que c'est pas très développé, hein. Mais l'autre développement plus intéressant, c'est le Taz. Et le Taz, lui, il nous dit, toujours, cette fois-ci c'est alinéa 1, le Taz, lui, il nous dit qu'en fait, la différence, elle est dans le rassemblement des gens. Lorsque une mitzvah, elle rassemble des gens, là, on ne peut pas l'en empêcher. Par contre, s'il n'y a pas une nécessité de rassembler les gens, eh bien, là, on peut l'en empêcher. Donc, je dois expliquer parce que c'est pas très clair. Mais par exemple, un minyan, d'accord, ou encore une distribution de tzedaka, il y a besoin que les gens se réunissent, eh bien là, on ne peut pas l'en empêcher. Par contre, le Moël, lui, il peut se déplacer à un autre endroit. Et donc, dans ce cas-là, on peut se plaindre, on peut se dire, écoute, c'est à toi de te déplacer, c'est pas à tous les gens de venir. Donc, ça, c'est l'explication du Taz. Et donc, le Taz, lui, il nous dit que ça dépend, ça fait référence. Donc, l'interdiction fait référence à une mitzvah qui ne dépend pas d'un rassemblement. Ok. Ensuite, on va voir 3 autres commentateurs, le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, lui, c'est un commentateur du Talmud, hein, donc il commente la page de Baba Batra qu'on a parlé. Le Khatam Sofer, lui, ce qu'il nous dit, il nous donne encore une autre explication. Lui, il parle pas d'une question de rassemblement ou je sais pas quoi. Lui, ce qu'il nous parle, c'est qu'il y a une différence entre
un médecin qui traite de pathologies mortelles et un médecin qui traite de pathologies non mortelles. Les saignées, ce n'est pas un traitement d'urgence, et donc là on peut l'interdire. Par contre, un médecin qui traiterait des pathologies, on va dire urgences, des pathologies vitales, eh bien là on ne pourrait pas l'interdire de s'installer. Donc le Khatam Sofer, lui ce qu'il nous dit, c'est que on interdit l'installation qu'aux médecins qui ne font pas d'urgence. Je vais afficher Yehou mon live, comme ça tu vas le voir. Ok, vas-y. Ouais, normalement tu l'as. C'est bon, ouais. Le Khatam Sofer. Ensuite on a le Aruch HaShulchan, qui est une sorte de commentateur lui aussi du Shulchan Aruch. Le Aruch HaShulchan. Cette fois-ci c'est 156 Alina 4. Et lui il nous dit, encore une autre explication, lui il nous dit qu'en fait ça dépend de si c'est pas vraiment un médecin, mais si c'est un professeur. Dans ce cas où c'est un professeur de médecine, eh bien là on peut l'interdire de s'installer. Par contre, si c'est un vrai médecin, eh bien là on ne peut pas l'interdire. Donc on interdit l'installation qu'au professeur. Voilà comment chacun a essayé d'expliquer, voilà, les 4 commentateurs, chacun a essayé d'expliquer la page du Talmud, d'une part à cause de ce que dit Rashi, et d'autre part à cause de ce que dit le Shulchan Aruch. Ok. Dernière chose, c'est le Rav Waldenberg, donc celui qui a écrit le Tzitz Eliezer. Donc c'est un livre assez intéressant, c'est assez récent le Tzitz Eliezer. Et c'est des discussions extrêmement intéressantes. Et lui, ce qu'il nous dit, c'est qu'il va du coup faire une sorte de compilation de ces 4 avis-là, et il va expliquer du coup dans le cas d'un médecin. Dans le cas d'un médecin, donc le psychiatre, je ne sais pas s'il rentre dans ces catégories-là, c'est pour ça que j'ai fait exprès de ne pas de parler d'un psychiatre. Mais dans le cas d'un médecin, eh bien le médecin, normalement, on ne peut pas l'interdire. Pourquoi ? Parce qu'on a dit, selon le SMAR, ça fait référence à un médecin, donc il a le droit. Deuxièmement, sa mitzvah, son acte, il est lié à un rassemblement. Les gens sont obligés de venir à lui. Troisièmement, il s'installe et il fait des cas d'urgence. Hein, c'est pas des signes qu'il fait. Et quatrièmement, il n'est pas professeur de médecine. Je vous lis un peu ce qu'il a écrit. Hein, c'est donc chapitre 10, paragraphe 25, alinéa 30. Le Rav Waldenberg permet aux médecins contemporains, hein, donc d'actuels, ce qu'on appelle le médecin aujourd'hui, d'ouvrir un cabinet médical dans un immeuble, même s'il y a un syndic, etc., et même si les voisins s'en plaignent. Et ça pour 3 raisons, donc celle du Khatam Sofer, du Taz et du Aruch HaShulchan, il me semble. C'est que, 1, le médecin n'est pas en mesure de voir tous ses patients, il ne peut pas faire du domicile, donc il ne peut pas se déplacer. Deuxièmement, et aussi parce qu'il ne peut pas déplacer tout son matériel à chaque fois. Deuxièmement, il traite de pathologies qui sont, on va dire, mortelles, des pathologies urgentes. Et troisièmement, parce qu'il se contente en général de faire que de la médecine, et il ne se contente pas d'enseigner. Ok. Je vais vous parler maintenant d'un cas qui a eu lieu. Donc, Tzitz Eliezer, avant, il autorise un médecin à s'installer où il veut. Je vais vous parler maintenant d'un cas qui s'est passé à Ashdod. À Ashdod, il y a eu un dentiste, donc c'est pas vraiment un médecin, un dentiste qui s'est installé. Et dans un quartier très religieux, le quartier Haredi d'Ashdod. Et les deux parties, enfin un voisin s'est plaint, à cause du bruit, à cause des passages, etc. Et pour une autre raison assez importante, c'est qu'il a dit, vu qu'il y a eu plein de passages, etc., bah, mon appartement que j'ai acheté, il a perdu de la valeur. Mon appartement, il a été dévalué
à cause à cause du rabbin. Pardon, qu'est-ce que je raconte À cause du dentiste. Et donc il est parti porter plainte, il veut que le dentiste s'en aille. Et au tribunal religieux d'Ashdod, il y a trois rabbins, trois juges, le Rav Eliazorov, le Rav El-Haddad et le Rav Dishovski. Et le Rav Dishovski étant le Av Beddin, donc le chef du tribunal, mais étant donné qu'ils sont trois rabbins, c'est à la majorité qui vont voter. Il faut qu'il y ait deux personnes qui votent pour un cas, ou au moins trois personnes, ou trois, hein, mais voilà, dans tous les cas, il y aura un parti pris. Et donc chacun des avis, chacun des rabbins vont étudier le sujet, reprendre tous les avis que je viens de vous citer, et juger leur cas qu'ils ont. À savoir évidemment que chaque cas est différent, et donc ce n'est pas parce que on a un cas que je vous présente que tous les cas plus ou moins similaires vont être jugés de la même façon. Chaque cas est vraiment différent. Là, je vous ai parlé d'un médecin, avant je vous ai parlé d'un psychiatre, là je vous ai parlé d'un dentiste, mais peut-être que c'est les situations du plaignant qui est différent, etc. Chaque cas est différent. Alors, voilà ce que nous dit le Rav Eliazorov. Le Rav Eliazorov, il étudie le sujet. Et sa décision, c'est que pour lui, le dentiste, il doit s'en aller. Le dentiste doit quitter l'immeuble. Pourquoi? Voilà ses arguments. Argument numéro un, c'est que le dentiste, déjà, il avait déjà un cabinet ailleurs. Donc il n'était pas obligé de venir ici. Étant donné qu'il était déjà ailleurs, il a juste déménagé, il n'était pas obligé de venir ici, et donc déjà, c'est lui qui vient après, et donc voilà. C'est quelque chose qui est gênant. Il n'avait pas de raison impérieuse de venir, donc il n'avait pas de raison de venir, et donc c'est quelque chose qui, déjà, on va dire, c'est un point au moins quoi, pour lui. Deuxième chose, on va reprendre ce que nous dit le Khatam Sofer, c'est que le dentiste, c'est un dentiste, il fait rien d'urgent. D'accord? D'ailleurs, en général, celui qui s'occupe des urgences dentaires, c'est pas un dentiste, c'est un stomatologue, c'est un médecin d'ailleurs. Donc, ça s'applique pas. Et d'ailleurs, le Rav Elnenberg, le Rav Tzitz Eliezer, lui, il le dit clairement, je parle d'un médecin, je parle pas des dentistes. Troisièmement, il fait cas, le Rav Eliazorov, de ce qu'on appelle le Dina de Marhuta Dina. C'est un cas qui s'explique, qui est dans le Talmud, c'est que on doit prendre en compte les lois civiles. Indépendamment des lois religieuses, les lois civiles doivent être prises en compte. Or, dans cette zone-là, la zone de Ashdod actuellement, là, il y avait une zone qui était une zone littéralement résidentielle. En fait, il y a des zones résidentielles et des zones commerciales. Et cette zone-là, elle était une zone résidentielle. Le Rav Eliazorov, ce qu'il a fait, c'est qu'il a contacté la mairie, simplement pour lui poser la question, et il y a eu une enquête qui a été faite, et l'enquête, elle a déclaré qu'il est raisonnable de supposer, vous ne voyez pas, mais je fais des guillemets, hein, de supposer que le conseil n'accorderait pas une dérogation euh, permettant au dentiste de s'installer si les voisins s'y opposeraient. Donc pour lui, étant donné qu'on doit écouter aussi le parti civil, les lois civiles, normalement il devrait partir. Dernière chose, le Rav Eliazorov, il a demandé directement au Rav Eliashiv, donc qui est une sommité religieuse, il a demandé au Rav Eliashiv, et le Rav Eliashiv, lui, ce qu'il a dit, c'était que... Qu'est-ce que j'ai écrit? Oui. Le Rav Eliashiv, lui, il est de l'avis aussi que les autorités civiles, les autorités municipales ont un pouvoir, et donc les parties plaignantes avaient le droit de s'exprimer aux autorités municipales. Dernière chose, il a aussi cité un avis qui se trouve dans le Teshuvot Dvar Avraham, c'est un livre qui a été écrit par le Rav Avraham Shapira, qui dit qu'il faut respecter la réglementation civile. Or, la réglementation civile, encore une fois, elle dit clairement que dans une zone résidentielle, on n'a pas le droit de construire quelque chose, un commerce, on n'a pas le droit de s'installer. C'est dans des zones commerciales qu'on a le droit. Donc ça, c'est le Rav Eliazorov. Ensuite, on a un parti opposé qui est le Rav El-Haddad. Donc on a dit qu'il y avait trois rabbins, hein, le Rav Eliazorov, le Rav El-Haddad
et le Rav Dishovski. Le Rav El-Haddad, lui, complètement l'inverse, lui, il dit que le dentiste, il doit rester. Alors, juste pour conclure avec le Rav Eliazorov, le Rav Eliazorov, il va chercher, il va pas dire clairement que le dentiste, il doit partir, lui, il va chercher d'avoir une sorte de compromis. Il dit, j'autorise le dentiste à rester jusqu'à la fin du bail, et en échange, le dentiste devra faire un maximum d'efforts pour faire un minimum de bruit. Voilà, déranger un minimum les voisins. Sous-entendu, il ne doit pas rester, mais il peut rester au moins jusqu'à la fin du bail. On ne le vire pas incessamment. Qu'est-ce que nous dit le Rav El-Haddad? Le Rav El-Haddad, donc lui, il va insister sur des arguments qui n'ont absolument rien à voir. C'est assez intéressant. Il nous dit déjà que, en fait, vous vous rappelez, le Taz, lui, il disait que quand c'est une mitzvah, eh bien, on ne peut pas s'y opposer. D'accord? C'était le Tour aussi qui disait ça. Toutes les mitzvot, on ne peut pas s'y opposer. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, le dentiste, eh bien, ses horaires, il faisait des horaires pour hommes et des horaires pour femmes. Dans un milieu haredi, c'est ultra religieux, le fait que dans la même salle d'attente, il n'y ait pas des hommes et des femmes mélangés, c'est quelque chose d'assez important. Le fait qu'il y ait un seul et unique dentiste qui s'installe à Ashdod et qui propose des rendez-vous pour hommes, à des horaires pour hommes et des rendez-vous pour femmes, à des horaires pour femmes, c'était quelque chose d'assez gratifiant pour la communauté ultra-orthodoxe. Et donc lui, le Rav El-Haddad, il dit que le fait que ce rabbin-là, il agissait comme ça et qu'il était le seul à agir comme ça, eh bien ça faisait de lui le fait qu'il agissait en tant que mitzvah. Et ça, c'est assez important. C'est le premier argument. Le deuxième argument, il va reprendre en fait ce que nous dit le Rav Eliashiv, c'est que lui aussi, il va directement contacter le Rav Eliashiv. Et ce que nous dit le Rav Eliashiv, c'est que l'établissement, qui est le fait qu'il y ait des heures séparées pour hommes et pour femmes, c'est lui aussi, il considère que c'est une mitzvah, et que ça justifie que la clinique, elle reste. C'est-à-dire que dans la vie d'avant, hein, le Rav Eliazor, il avait aussi contacté le Rav Eliashiv, mais le Rav Eliashiv lui disait que dans ce cas-là, il disait juste que on devait prendre en compte les parties civiles. Mais là, dans ce cas-là, il dit clairement que le fait qu'il y ait des horaires pour hommes et des horaires pour femmes, c'est quelque chose d'assez important pour cette communauté-là, et donc on devrait le laisser continuer il devrait rester ouvert. Mais, il y a un mais évidemment, le Rav Eliashiv, lui, ce qu'il dit, c'est par contre, le dentiste, il doit indemniser le voisin pour la fameuse dévaluation de son appartement. Dernière chose, ce qu'il nous dit, c'est qu'en fait, les fameuses règles de zonage, eh bien, et elles sont, dans ce cas-là, pas absolues. Je vous rappelle, je sais pas si vous vous rappelez, je vous ai dit que je vous ai mis des guillemets, parce que le Rav Eliashiv, il a dit qu'on peut, la municipalité avait dit on doit supposer que la ville n'aurait pas autorisé, mais cette supposition, étant donné que c'est pas absolu, eh bien, ça n'a pas de valeur. Étant donné que la Torah a une valeur, elle, absolue, si les lois civiles, elles, ne sont pas absolues, elles ont moins de valeur que la Torah, et donc lui, prenant parti pour la Torah, alors que le Rav Eliazorov prend parti pour les lois civiles, ce que nous dit le Rav El-Haddad, c'est que son avis a donc plus de valeur que l'avis, du coup, de Rav Eliazorov. Voilà comment il réagit le Rav El-Haddad. Voilà ses argumentations. Dernière argumentation, c'est le Rav Dishovski, et après on aura fini. Le Rav Dishovski, qu'est-ce qu'il nous dit? Il reprend ce que nous dit le Khatam Sofer, qui distingue du coup les maladies mortelles des maladies non mortelles. Et donc le dentiste, faisant pas de maladies mortelles, traitant pas de maladies mortelles, on le rappelle, c'est le stomatologue qui s'en occupe, eh bien, il n'a rien à faire là, le dentiste. Autre argument, c'était qui déjà? Ah oui, c'était le Taz. Le Taz, ce qu'il nous dit, c'est que c'est une mitzvah qui dépend d'un rassemblement, on doit rester. La personne peut rester. Un dentiste, ça ne dépend pas d'un rassemblement quelconque. D'accord? C'est pas le principe même du dentiste. Et donc, il n'y a pas cet argument du Taz qui peut être pris en compte. Dernièrement, le cas du Rav El-Haddad qui parlait de séparation des sexes, etc., lui dit qu'en fait ça n'a pas de valeur. Parce que ça aurait une valeur uniquement si le dentiste, il avait volontairement ouvert son cabinet de dentiste dans cette raison-là. Il aurait ouvert
son cabinet de dentiste à cet endroit-là pour cette raison-là. C'est pas du tout le cas de ce dentiste-là. On parle de ce qu'on appelle un argument reductio ad absurdum. Et il nous dit en fait, il dit c'est simple, à ce moment-là, si n'importe qui peut s'installer dans une zone résidentielle, dire je fais des horaires pour hommes et pour femmes, à ce moment-là il pourrait rester. Évidemment cet argument n'est pas recevable, et donc l'argument du Rav el-Haddad envers ce dentiste, pour lui non plus, ne devrait pas être recevable. Dernier cas, le Dina de Malchuta Dina, ce que je vous avais parlé juste avant, qui avait été utilisé par le Rav Yezorov, le Rav Dishosky l'utilise lui aussi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et donc, pour lui, eh bien, le Rav, eh bien, le dentiste, eh bien, tout comme le Rav Yezorov, il devrait partir. Et donc, il y a eu 2 avis pour qu'il parte, un avis pour qu'il reste. Le dentiste a dû partir. Alors, la fameuse compromission, le compromis qui a été proposé par le Rav Yezorov, il a été aussi voté. Donc, il peut rester jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a une fermeture donc, du cabinet. On a autorisé, donc on a demandé à ce qu'il puisse rester jusqu'à la fin du bail. Mais ensuite, il doit être expulsé. Et voilà comment ça a été décidé. Qu'est-ce que t'en penses, Yo? Là, franchement, ouais, c'est bien expliqué, je comprends. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis d'accord et tout, donc je comprends mieux. Ouais. Ouais, l'idée c'était de parler d'un cas en fait de ce que dit l'Agmara et essayer ensuite d'arriver à un sujet d'actualité quoi. Ouais, bien sûr. En tout cas, je trouvais ça sympa parce que on a parlé en fait de Mishnah, de Talmud on a parlé d'archéologie dans cette page, mais dans cette chaîne, mais jamais de vrais droits rabbiniques, de concret en fait, parce que c'est ça la fin, c'est le concret. Voilà, concrètement, il y a les nuisances sonores. D'où le fait que je comprends en fait, en fait, je comprends un peu et je pense que d'où la parole en fait à la Gemara qui dit la loi du pays, c'est la loi en fait. Je pense que c'est ça ce qui est englobé dedans aussi en fait. Ça veut dire que si tu as des règlements de vie sociale et tout, donc elles peuvent être prises en compte en fait sur certaines choses. Donc, Ah oui, les lois oh, civiles doivent être pris en compte dans le jugement, quoi. bien sûr, Il nous dit et sur aussi, ça, je l'ai pas parce que moi je te coupe la parole, je l'ai pas parlé, mais ce qu'il nous dit aussi, je crois que c'est le Rav, je sais plus si c'est le Rav Dichovski ou le Rav Eliashiv qui dit ça, mais il dit qu'en fait, quand une personne s'installe dans un endroit, dans une ville, il considère en fait que la loi civile va être appliquée. Et donc, on est obligé d'appliquer la loi civile aussi, parce que en fait, les personnes, quand ils s'installent, ils prennent en compte la loi civile dans leur installation. Ils prennent pas que en compte la loi religieuse. exactement, je suis d'accord. Hein. Mais au final, j'avais peut-être, soit j'ai mal saisi ou quoi. Au final, la réponse où j'ai dit que lui, bah, il ne doit pas vraiment faire la plainte. En fait. Donc, tout comme fait, en fait, on dirait que soit il pouvait faire la plainte, mais après, c'était un psychiatre. Donc, Ouais. ça veut dire qu'il Ah. il était validé quand même. Donc, elle était invalable, sa plainte, en fait. Alors, j'ai pas de réponse pour le psychiatre. Hein. Après, le psychiatre, est-ce qu'on peut dire qu'il traite de sujets mortels? Peut-être. Hein. Il y a des maladies. Ah, en fait, Peut-être. Hein. Il y a des je trucs. pense qu'il n'avait pas Les... coupé la parole parce que le cas du docteur, en fait, il doit sauver une vie, donc voilà, on ne peut pas contester. Le cas du psychiatre, bah, c'était compliqué. C'est pour ça, en fait, je me suis dit, ouais, c'est compliqué. En fait. Après, ouais, c'est discutable. Est-ce qu'on considère que le psychiatre, il sauve aussi des vies d'une certaine façon hein. Ça se discute. Hein. Ouais, pas tant, ouais, je vois ce que tu veux dire. D'une Après, certaine façon. Et d'une autre façon, est-ce que c'est pas un instructeur, en fait, pour adresser des gens qui sont sûrement, en fait, un peu perturbés, donc ils sont à considérer comme une école aussi. En fait, c'est ça ce que je me suis imaginé un peu. ça se discute. Moi, j'ai fait exprès de prendre un cas un peu, voilà, Ah ouais, un peu il est très discutable, compliqué. exprès pour Donc, qu'on se pose des le cas, questions, quoi. ah ouais, le cas il était compliqué, donc c'est pour ça. Mais franchement, je comprends très bien. Ok, bah c'est cool. Mais c'était nickel, hein, en fait. En fait, c'était nickel.